Laurence Cosset, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre La Grande Arche aux éditions Gallimard. Et avec ce livre, vous nous racontez une drôle d'histoire parce que quand on est face à la Grande Arche, je l'ai été souvent, j'imagine que vous aussi pour l'écriture de ce livre, la Grande Arche qui se trouve à Paris, dans le prolongement de l'Arc de Triomphe, ensuite dans le prolongement du Jardin des Tuileries et qui va au travers des grands immeubles qui se trouvent à Nanterre. Et il y a à nouveau cette perspective formidable qui ouvrirait ou qui devrait ouvrir effectivement sur sur ce grand Paris que nous espérons tous. Alors, cette grande arche, elle a connu des difficultés à la naissance. Cette grande arche, elle a l'air d'un bloc de sérénité et en fait, elle est née dans les turpitudes, les ressauts politiques les plus violents. C'est une histoire d'ailleurs qui est peu connue en France, qui est connue au Danemark, d'où venait l'architecte. Voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est le destin de cet architecte, destin à la fois paradoxal, très beau et tragique et poignant. Cet homme sort d'un anonymat complet en gagnant un très prestigieux concours d'architecture en 83. François Mitterrand a voulu quelque chose de grandiose à ce qu'on appelle la tête défense, la porte ouest de Paris. Il a lancé un grand concours, il y a 424 candidats et le gagnant est inconnu de tout le monde. Il arrive du Danemark, c'est un homme très beau, très réservé, un peu taciturne. Son projet est unanimement fêté, ce grand cube, cette espèce de porte, de portique, de marbre. Ce cube de vide à l'intérieur d'un cube de marbre fait l'unanimité. C'est le seul des grands projets mitterrandiens qui fait l'unanimité. Et puis, 3 ans après, Spreckelsen démissionne, il s'en va, il dit « Je ne veux plus que mon nom soit jamais associé à ce monument, que d'autres le construisent. » C'est Paul Andreu qui va le construire. Et quelques mois après, Spreckelsen est mort. Jamais il n'a vu son arche. Alors entre-temps, pendant les 3 ans qu'il a passé à Paris, il a vécu un véritable chemin de croix. Alors, on va revenir sur tous ces événements. Alors, un mot simplement, parce que Paul Andreu est un architecte considérable, qui a non seulement fait l'Opéra de Pékin, et puis un grand nombre d'aéroports à travers le monde. C'est quelqu'un qui est excessivement connu. Et donc, il reprend le projet. Alors, évidemment, en revanche, Johann Otto von Spreckelsen, pardonnez peut-être ma prononciation, est moins connu. Qui est-il alors, cet homme ? Cet homme, il a la cinquantaine quand il gagne le concours. Il a construit très peu de choses, 4 petites églises qui sont d'ailleurs fort belles au Danemark, et c'est tout. Et il change complètement d'échelle à travers le concours. Ces églises étaient des églises de briques. Et il surveille la pose des briques une à une, et tout d'un coup, il imagine un énorme monument de béton qui va devoir mobiliser toute la technique moderne. Alors ça, c'est un des problèmes de l'affaire. Spreckelsen, c'est un grand artiste, un grand dessinateur. Il a conçu cette espèce d'objet pur qu'est l'arche, et il va s'agir de transformer son rêve en réalité. Et ceci, lui, n'est pas capable de le faire. Il n'est pas un bâtisseur. Donc, d'autres que lui vont devoir s'atteler au chantier, et il redoute qu'on dénature son œuvre. Ça se passe mal, il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Ces demandes ne sont pas reçues, on dit que c'est trop cher, trop coûteux, techniquement impossible. Lui-même est assez raide, il est absolument terrorisé par l'idée qu'on va mutiler son œuvre. Et c'est ce qui se passe. Comment est-ce que ça se passe alors, effectivement? Parce que vous racontez dans le livre, le roman, alors quelle est la part de la fiction et de la vérité? Il y a peut-être beaucoup plus de vérité que de fiction. Je ne sais pas. Non, c'est important ça, tout est vrai dans ce livre. C'est un roman parce que ça a la forme d'un roman. Ça pourrait commencer par « Il était une fois » et c'est une succession de grandes scènes. Vous savez, la politique est éminemment romanesque, c'est un roman politique. Mais tout est vrai. Tout est vrai, j'ai travaillé 4 ans sur ce livre, j'ai fait une très longue enquête, j'ai vu tous les protagonistes vivants, tout est vrai. Il y a certainement des erreurs, mais je les corrigerai si on me les signale. Quelle était votre question? La question, c'était de savoir comment ça avait pu se comment passer. Ça s'est si mal passé? Ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand a gagné les élections de 81, tout le monde le sait, le concours date de 83, et très vite après, en 86, la droite gagne les élections, c'est la cohabitation. Donc François Mitterrand reste président de la République, mais celui qui gouverne, c'est Jacques Chirac. Et vraiment par malignité politique, parce que rien n'obligeait à le faire, la droite décide de casser le jouet favori de François Mitterrand,
qui est la Grande Arche. Il y avait tout ce train de grands travaux parisiens. Jacques Chirac est maire de Paris. Il sauve tout ce qui est à Paris, mais ce qui est hors de Paris, l'Arche de la Défense, il décide de se la payer et il coupe le financement. Voilà. Monsieur Juppé d'ailleurs n'a pas un rôle d'une grande élégance dans l'affaire. On coupe le financement. Donc quelques-uns des promoteurs de ce monument, passionnés par lui, Robert Lion, Paul Andreu, se battent comme des lions, c'est le cas de le dire, pour que l'arche sorte de terre. Et pour ce faire, ils sont obligés de modifier le projet, ils sont obligés de le densifier, comme disent les architectes. C'est-à-dire qu'on flanque l'arche de 2 monuments, de 2 bâtiments, de part et d'autre, qu'on appelle les collines, qui n'étaient pas prévus par l'architecte, et qui transforment le monument. Spreckelsen ne peut pas supporter ça. Voilà, c'est pour ça qu'il démissionne, il part extraordinairement malheureux. Oui, parce que le projet, c'est ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que le projet initial, enfin ce qu'on avait peut-être pu voir d'ailleurs dans la presse à l'époque, c'est que l'arche devait apparaître isolée. Dégagé comme l'Arc de Triomphe l'est au milieu de la place de l'Étoile. L'arche devait être dégagée au milieu d'une vaste esplanade sur laquelle Spreckelsen avait prévu de poser quelques répliques de ce grand cube, des cubes de taille inégale, plus petits, et un parc, des jardins, des bois, vous voyez, tout un décor végétal qui aurait contrebalancé l'austérité de l'arche. Ça ne devait pas du tout apparaître comme ça apparaît aujourd'hui. Et Spreckelsen, voyant cela, qu'il craignait depuis le début, voyant ses craintes malheureusement traduites dans la réalité, démissionne, ce qui ne se fait jamais, ce qui ne s'est jamais fait dans l'architecture contemporaine. Et il démissionne très, très, très sévèrement. Il démissionne dans une parfaite discrétion. Il ne dit rien, il ne fait pas de conférence de presse, il s'en va sur la pointe des pieds, mais il demande que jamais son nom ne soit associé à ce monument. Et il meurt peu après. Et il meurt 6 mois après. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Alors, ceci dit, mon livre a suscité des réactions très diverses. Certains me disent c'est tellement drôle. Et il est vrai que toujours autour de l'exercice du pouvoir, il y a des scènes extraordinairement farcesques. Et là, quand on voit M. Mitterrand se mêler du choix du marbre, et les tractations, le bal des courtisans, ça a quelque chose d'assez drôle, ça a quelque chose de Molière. Vous voyez, c'est même tellement gros. Il y a tant d'enfantillage qu'on se demande comment toutes ces éminences qui nous gouvernent peuvent se prêter à ces jeux de... C'est un règlement de compte politique? De ma part? Non. À ce moment-là, entre François Mitterrand qui est à l'Élysée et Chirac. Ni plus ni moins. L'arche, malheureusement, ce monument... devient un enjeu. Absolument. Ça devait être un centre international de la communication. Ça devient un machin. On ne sait plus quoi en faire. Et depuis 25 ans qu'elle existe, on n'a jamais su quoi en faire, à part des bureaux, ce qui est quand même une piètre destination pour ce que Spreckelsen avait prévu. Vous voyez, on lui avait commandé, le concours commandait un centre international de la communication. Spreckelsen avait imaginé une espèce de temple à la communication mondiale, à l'échange entre les hommes. Et puis, il entrevoit assez vite que puisque le centre est supprimé et qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, eh bien on va loger des bureaux, faute de mieux, dans ce vaste bâtiment. En tout cas dans la moitié du bâtiment, parce que pour l'autre moitié, les grands espaces du toit et du socle, on n'a jamais su quoi en faire, on n'a jamais trouvé d'affectation. Et un monument sans affectation, c'est un monument dépourvu de sens, vous voyez. On ne va pas voir l'arche comme on va voir la pyramide du Louvre ou bien la Cité de la musique. Quand on va à la Cité de la musique, c'est pour aller à la Cité de la musique. Quand on va au Louvre, c'est pour aller voir un musée. Qu'est-ce qu'on irait faire dans l'arche, vous voyez. Et ça, c'était absolument pas le programme initial. C'est une espèce de cafouillage depuis le début. Et jusqu'à aujourd'hui, l'arche est actuellement couverte d'échafaudages. On refait toute la partie sud où étaient les fonctionnaires de l'équipement. On refait tout le toit à grands frais. On refait les escaliers et on refait les façades. On enlève le marbre choisi avec tant de soin par Spreckelsen et qui avait donné lieu à tant de conflits, de difficultés, de tensions. On le dépose. 25 ans après, on va le remplacer par un granit. Or, le granit, il se trouve que ça n'existe pas blanc. Ça n'existe pas, le granit blanc. Spreckelsen tenait fondamentalement à la blancheur de neige de son arche et à l'opalescence du marbre. On va mettre un granit, c'est tout à fait autre chose. C'est vous et moi qui payons. C'est un peu étrange. Qui a décidé ça? Parce que le marbre dure assez longtemps. Le marbre peut durer des millénaires s'il est assez épais, s'il est posé comme il faut. Vous verrez dans mon livre le détail. Si vous voulez, tout remonte à l'Élysée. Le marbre devait être traité. Les experts craignaient la pollution de la grande ville. François Mitterrand décide qu'on ne traite pas le marbre parce que le marbre défie les siècles. Donc on ne traite pas le marbre. Donc 25 ans après, on dépose le marbre.
et on le remplace par du granit. C'est un peu étrange, hein. Personne n'est bien, hein, dans votre livre. Ça donne une drôle d'idée de notre pays. Hein, mais je suis la première à le Laurence regretter. Cosset. Je suis la première à le regretter. C'est pas que personne n'est bien, les gens sont pas mal. À un moment, j'avais pensé faire un développement sur le mal sans malfaiteur. Et puis je me suis dit, au fond, non. Le mal, il y a toujours à l'origine du mal des gens qui font mal, mais c'est plutôt par négligence, c'est plutôt par désinvolture. Cette désinvolture qui, à mon avis, n'est pas très loin du cynisme. On dit, bon, c'est un peu cafouilleux, il n'y a pas vraiment de programme, ça fait rien, laissons aller, on verra bien. Et ce qu'on voit, c'est que ça coûte évidemment cher au sens financier, mais ça coûte beaucoup de violence, ça coûte la mort d'un homme, ça coûte le tragique destin de l'architecte, qui est danois, qui ne comprend rien à cette forme d'exercice du pouvoir. Vous voyez, moi, je suis allée au Danemark. C'est un autre monde. Le Danemark, c'est une petite société consensuelle où on a horreur du conflit, où jamais un gouvernement ne défait ce qu'a fait le gouvernement précédent. Et pour cause, parce que tous les gouvernements sont des gouvernements de coalition. Et donc, les choses se passent différemment. Quand on veut construire un monument, on se met d'accord sur le monument, on le construit. Et voilà. Et on le conserve. Et on le conserve. Et pour Spiegelson, ce qu'il a vécu était absolument incompréhensible. Rien que la cohabitation, d'ailleurs. Il n'a jamais compris que le président de la République reste le président de la République, mais n'est plus de pouvoir. Le même président qui, 5 ans plus tôt, non, 3 ans plus tôt, avait élu son projet. Vous voyez, c'est incompréhensible pour un Danois. Et on se demande quand même si le Danois n'a pas raison. C'est une image peut-être de notre pays, non? C'est une coupe dans la pratique politique, économico-politique du pouvoir en France. C'est une monographie du mal français, des mots français. Ça n'était pas mon sujet. Moi, je voulais écrire sur l'architecte et puis j'ai dû traiter le contexte. Et le contexte est vraiment quelque chose d'un peu navrant. Oui, mais alors c'est pas tout à fait vrai parce que, enfin, je reprends là vos derniers mots parce que vous vous intéressez beaucoup au pouvoir, Laurence Cosset. De Hein. fait, de Je fait. reprends plusieurs de vos livres, La femme du Premier ministre, bon roman. Enfin bon, vous aviez obtenu le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Ça a quand même été toujours une de vos préoccupations. Oui, je m'intéresse au monde autour de moi. Il y a une forme d'étonnement fondamental chez moi. Comment se fait-il que ce monde d'hommes, puisque c'est ça le problème, ce monde d'hommes fonctionne de manière si violente, avec une telle déperdition? Non pas que j'appelle un monde de femmes, mais j'appelle un monde où peut-être un peu plus de sagesse, un peu moins d'idéologie l'emporte. Merci beaucoup. Et ben voilà, un livre qui va apprendre aux Parisiens, aux Français, comment on a sûrement même raté d'ailleurs l'arche de la Défense, parce que ça n'est pas l'arche que nous aurions dû avoir. Un mot cependant, Oui. même mutilée, même amoindrie, elle reste très belle. Ah oui, oui, elle reste voilà, formidable. je n'aurais jamais écrit ce livre si je ne l'aimais pas beaucoup. Si je Oui, mais ne la- non, elle reste formidable. Mais il y a tout un environnement et un certain nombre de choses qui effectivement auraient dû être pensées et en tout cas pour lesquelles il aurait dû y avoir consensus, ce qui fait que ça n'est pas tout à fait ça. En tout cas, voilà un livre qui est à la fois un livre d'histoire, de journaliste et un grand livre d'écrivain, un livre, un vrai roman et qui nous entraîne dans la France. Merci. Je m'étonne toujours qu'il y ait si peu de romans politiques en France. Vous voyez, c'est un genre que les Français ne traitent pas. Les Anglais ont beaucoup de romans politiques, les Tchèques aussi. Personnellement, je trouve que la politique est une mine de romans. Et Ils en ont eu au 19e siècle. Bien Peut-être avaient-ils sûr. moins peur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais le matériau politique est un matériau éminemment romanesque. Et là, les personnages sont des grands personnages romanesques. François Mitterrand, Jacques Chirac, Paul Rondreux, Spiegelsen lui-même, dans sa raideur scandinave. Ce sont des personnages nés pour le roman, faits pour le roman. Merci beaucoup Laurence Cosset. La Grande Arche, publié donc aux éditions Gallimard, un livre à lire. Là, vraiment, c'est un livre du début du mois de janvier 2016. C'est un livre à lire tout de suite. Merci beaucoup. Urgent. Urgent.